Messieurs et dames, belle bonjour. Ben, nous comptons retrouver les autres encore pour un nouveau rendez-vous à Parole la vie. Alors aujourd'hui là, nous allons discuter des commémorations à l'abolition de l'esclavage. Comme vous savez, lundi 22 mai, c'était tout la Martinique. Prochainement, c'est que la Guadeloupe, c'est-à-dire Pabol le 27 mai. Et après, c'était la Guyane. Mais nous avons aussi des dates. Là, nous avons crié protocolairement en France hexagonale du 10 et du 23 mai. Donc, qui ça a pensé de tout ça? Donc, c'est des dates, effectivement, pour certains mondes, qu'il faut nous changer, qui ça là nous sortir, pour nous préparer à venir en nous, et songer qui ça qui rivait ancêtres en nous, qui mettaient en esclavage, parce qu'il y a une idée qui a dit que nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, mais des descendants de personnes qui ont été mises en esclavage. Donc, tout le monde y a vu, c'est ça. Il y a une idée qui a dit que toutes les années, il faut commémorer, il faut inscrire ça dans le programme de l'école pour nouvelle génération, pour histoire là peut continuer de génération en génération, pour ne pas oublier l'origine en nous. Et pour d'autres mondes, il faut avouer que c'est juste une belle occasion de faire le pont, aller à la plage, et vaquer à d'autres occupations. C'est-à-dire qu'il y a une des gens qui a dit, le passé, c'est le passé. Faut pas nous vivre dans le passé, faut nous oublier, aller de l'avant. Et d'autres monde qui a dit, faut pas nous oublier, faut pas nous y qui rester assis ça, mais faut pas non plus que ça crée haine et puis racisme. Donc, qui ça, autres qu'a pensé? Est-ce qu'elles ont fait le pont? Est-ce qu'elles ont commémoré? Pourquoi? Donc, nous allons discuter de ça et puis c'est différents invités que nous n'y après-midi là. Donc, nous avons rappelé les autres aussi que des cas à autres peuvent téléphoner nous pour nous avis à autres assis la question. Nous demandons des autres effectivement de ne pas être trop long parce que des fois, il y a l'autre monde qui voulait appeler et que des fois, il y a fini par abandonner parce qu'il y a des gens qui ont arrêté trop longtemps. Donc, c'est bon nous avis à autres rapidement pour émission la petite dynamique et que pour tout le monde peut ça exprimer Korayo après-midi là. Donc, nous allons commencer par Aurélie. Bonsoir. Eh bien, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV en cet après-midi pour Parole la vie, qui est une émission qui permet de nous exprimer le quotidien, patrimoine en nous, identité en nous. Et thématique c'est une thématique qui a touché nous en pile. Donc vraiment, je remercier Zouk TV, d'IGRT d'inviter nous. Donc moi, c'est Aurélie Carbetti, chargée de communication association Mel Macrel. D'accord. Tout à l'heure, nous Kevin assis, qui c'est l'association là qui a fait qu'on activité, etc. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, enfin je sais pas si c'est les téléspectateurs. Donc moi je suis Alain Manville, je suis avocat et je suis un des avocats du MIR. Le MIR qui est Le MIR qui est le Mouvement international pour la réparation, qui a engagé depuis maintenant 12 ans des procédures contre l'État français pour demander réparation précisément des deux crimes qui ont été commis pendant 4 siècles par l'État français, pas seulement l'État français, il faut savoir que c'était un crime qui était européen, donc c'est l'ensemble des puissances européennes qui ont commis ce crime contre nos ancêtres qui ont été donc arrachés à leur pays d'origine, qui était l'Afrique, et qui ont été déportés donc vers les Antilles, vers l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, dans d'autres continents également. Et cette histoire, c'est une histoire malheureusement qu'on a oubliée. Et lorsque j'entends le passé, c'est le passé, je dis non, le présent, c'est le passé. Parce que nous sommes encore sous ce régime, avec des formes beaucoup moins violentes, mais la discrimination, l'humiliation, la non-reconnaissance, elle est toujours présente dans notre société, ici, là-bas, un peu partout dans le monde. Donc nous faisons partie de la famille ce que Fanon appelait les damnés de la terre. Nous sommes toujours les damnés de la terre, même si effectivement notre situation a évolué et qu'on ne nous fouette plus. Le fouet a changé de forme, mais le fouet est toujours là. Voilà. Quand vous dites nous, vous considérez... Moi, ma arrière-grand-mère était esclave. Bon, je suis un peu blanc, mais ça c'est un hasard de l'histoire. Il reste que mon identité nègre reste là. Et que vous revendiquez, bien entendu. Je la revendique mais pas, c'est moi. Voilà. Je ne revendique rien du tout. Je suis ce que je suis. Et en tant que, effectivement, appartenant à cette histoire, je demande à la France réparation. Et à l'État français. Pas à la France, mais à l'État français. À l'État français. Merci. Je m'expliquerai plus tard sur ce que ça veut dire. Monsieur, présentez-vous. Monsieur Malsa, je suis le président du Mouvement international pour les réparations. Et je pense que c'est un mouvement qui est connu en Martinique, puisque en 2005, nous avons assigné l'État français
pour exiger réparation sur la base de la loi Taubira. Je suis ici avec l'un de mes avocats, M. Alain Manville, et qui dès le départ est avec nous. Et puis en 2001, nous avons lancé le convoi pour les réparations, mais avant l'existence du MIR, nous avons eu l'occasion de participer en 1992 en France, alors que Maître Manville, le père d'Alain, et d'autres Martiniquais sur la base de Fanon condamnaient Christophe Colomb pour crime contre l'humanité, déjà en 1992, puisqu'il y avait le procès de Christophe Colomb. Et en 1992 toujours, d'autres, comme moi, nous étions au Parvis des droits de l'homme à exiger réparation et dire que, à partir de 1992, nous allons nous trouver dans la logique des 3 R, la reconnaissance du crime contre l'humanité, la réparation et la réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de réparation. C'était ça notre logique. Et c'est toujours ça notre logique. Et nous avons repris cette logique lorsque nous avons créé le MIR en 2001. Puisqu'en 2001, nous avons lancé le convoi. Je pense que c'est très, très important. Mais je voudrais dire aussi que à cette même époque, c'est nous qui, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, en Guyane, nous les afro-descendants, avons initié toute une dynamique qui a conduit à ce qu'en 1998, il y a une manifestation très puissante à Paris, le 23 mai, exactement, le 23 mai, avec tous les Africains et tous les afro-descendants qui étaient en France, parce que c'était très, très puissant. Et Taubira, qui était présent et était député, a profité de cette opportunité. Nous devons effectivement saluer à la fois son courage et puis sa ténacité pour avoir porté la loi au Parlement français, puisqu'il fallait qu'il y ait quelqu'un, c'est elle qui a porté la loi Taubira, grâce effectivement à la dynamique que nous avons lancée depuis 1992. Car ouais, il y a à cette époque, il paraît que 40 000 personnes ont défilé. 50 000, d'après moi, il y avait 50 000 personnes. Défilent silencieusement dans les rues de Paris pour commémorer les victimes de l'esclavage. Voilà, c'est bien ça. voilà. Je pense que c'était très important. Donc il me le fallait 23 même, il ne sera il me fallait faire ce petit point d'histoire, que les gens puissent bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, voilà. D'accord. Et pourquoi la date du 23 qu'on parle aussi de cette date du 23 mai. Cette fameuse date du 23 mai. Voilà. D'accord. Olivier, on ne te présente plus, Oui. mais tu as effectivement ton avis sur la question. Oui, non. Enfin, bonsoir tout le monde. Déjà, je suis content d'y être à ce plateau après-midi parce que c'est quand même une thématique qui est importante. Et puis, content d'y être et puis monsieur Malsa parce que bon, nous conscients du travail les gars fait, nous encourager et continuer. Même peut-être joindre nous l'année prochaine, si Dieu l'est, dans convoi, tout ça qui les joindre dans convoi. Et puis, comme ça, c'est important parce qu'il y a un speech chez nous qui maniait, jeudi jour, l'État français peut réparer ça qui j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'il a parlé, et puis moun a dit oui, mais aujourd'hui, comment peut-on réparer C'est vrai que pour les gens, c'est une notion quand même relativement vague. C'est vrai qu'il y a eu 400 ans d'esclavage, les gens en sont conscients, mais la réparation, quelle forme peut-elle prendre aujourd'hui Ça, c'est quand même important. Et comment la répartir et la réparation a tout son sens parce que faut pas oublier qu'il y a quelques années, il me semble que c'est les États-Unis qui ont demandé un remboursement à la SNCF parce que la SNCF avait transporté des esclaves, je ne sais plus, des juifs, pardon, oui, excusez-moi. La SNCF avait transporté des juifs américains, voilà, et ils avaient obtenu gain de cause. Donc, si le combat pour les juifs fonctionne, pourquoi pas pour les noirs, pour les esclaves Les gens ont tendance à reconnaître l'Holocauste, pour pas à reconnaître qu'il l'esclavage. Enfin, il y a qu'à reconnaître lui, mais reconnaître lui à juste titre qu'il méritait en réparation. C'est ça. Donc, à reconnaître lui, mais bon, à partir du moment où on parle de réparation, personne n'est pas capable encore. Et pour il y a qu'à réparer, la SNCF transporte les juifs, il y a bas l'argent.
Tu ne peux pas faire même bagarre là-bas, nous. Comment tu estimes le montant qui t'est dû? Ben, Comment tu estimes le montant? Monsieur Malsa, et puis monsieur Monville, qu'est-ce que tu nous as dit? Avant de nous passer à ça, je suppose que il n'est pas passé inaperçu. Il y a eu beaucoup de reportages, d'articles dans notre quotidien local. Vous avez sans doute remarqué la visite de l'un des rois du Bénin sur la Martinique. Donc c'est à l'origine d'une association. Nous prenons l'appel dans quelques instants de Mel Macrel. Donc Aurélie, tu vas nous expliquer, parce que ça vous a pris 3 ans en fait pour organiser cette venue. Pourquoi cette volonté de vouloir faire venir un roi du Bénin en Martinique? Alors pour un petit peu éclairer toutes les personnes, puisqu'il y a eu beaucoup d'interrogations, au-delà du fait que pour beaucoup de personnes c'était positif, au-delà de cette positivité, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur la venue de Sa Majesté le roi Todo du Bénin, qui est à ce titre le chef du bureau exécutif de la haute autorité royale du Bénin. Et en fait, sa venue est venue déjà en amont pour célébrer et assurer l'élévation des âmes des esclaves, parce qu'au-delà de sa venue, il y a aussi le côté spirituel qu'il ne faut pas négliger. Et dans l'autre sens, il est venu aussi pour démêler les chevaux de l'histoire, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question quel a été le rôle des rois dans la déportation. Certes, il y a eu des rois sanguinaires, certes, il y en a vraiment qui ont été des traîtres, mais des traîtres, il y en a partout, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que uniquement pour la diaspora noire qu'il y a eu des traîtres, il y a eu aussi chez les juifs des traîtres, il y a eu chez les arabes aussi des traîtres. Donc j'ai envie aussi de dire à tout le monde, toute la population, d'arrêter de victimiser leur passé culturel, parce qu'en fait partout où on ira, il y aura des traîtres. Et voilà, on a voulu un petit peu apporter des éclaircissements sur les falsifications qui ont été faites sur notre propre histoire. Et il va sans dire que ce qui me peine le plus, c'est de voir des Noirs, effectivement, comme vous le disiez en début d'émission, il y a des Noirs sceptiques et qui prennent en fait la commémoration de l'abolition de l'esclavage comme un pont, alors que commémorer cette abolition, c'est de montrer qu'on a une identité ferme à affirmer, à montrer aux yeux du monde que nous sommes libres, parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'au début de la Constitution française, on prenne ces trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais il va sans dire que c'était l'éthique même de cette manifestation, l'ombre des esclaves, de se réconcilier justement nous-mêmes en tant que Noirs, parce qu'on sait très bien que l'aliénation culturelle fait partie intégrante de nous. Donc il faut d'abord s'unir justement et après procéder justement à toutes ces erreurs qu'il y a à effacer de notre quotidien. C'est vrai que le combat est difficile, donc je rejoins effectivement Garcin Malsa sur ça. Le combat est dur, mais il ne faut pas lâcher. Donc la venue du roi a permis d'éclairer certaines choses, et de par ces différentes visites en Martinique, puisqu'il a été à Sainte-Luce, il a été à Basse-Pointe, il a été très bien reçu également à Fort-de-France, il a été à Saint-Pierre et aux Prêcheurs, et en fait il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, mais qui ont apporté des réponses. Et je tiens vraiment à remercier cette initiative de l'association Mel Macrel, que nous avons collaboré avec l'association Shakti pour la venue de Sa Majesté. Et vraiment, je tiens à remercier le public présent pour le dimanche 21 mai sur le stade Georges Gracian, parce que ce sont des personnes qui ont compris que l'identité de maintenant fait notre identité, que ce soit passé ou futur. D'accord. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait? Déjà, effectivement, d'être membre de l'association, il n'y a pas de problème, l'épanouissement personnel, etc. Mais pouvoir organiser, prendre 3 ans et organiser cette venue, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça apporte? Sur le plan personnel, je dirais que déjà en amont, le projet, je l'ai même pas pris professionnellement. Je l'ai pris d'entrée à la racine, je l'ai pris personnellement, pour la simple et bonne raison que c'est une cause qui est censée toucher, que ce soit noir, que ce soit blanc, que ce soit personne à peau rouge, c'est censé toucher tout le monde. Pour la simple et bonne raison que, effectivement, on n'essaie pas de faire en sorte que l'histoire noire ait été la plus victimisante, mais on essaie aussi de montrer qu'aux yeux du monde, on doit s'affirmer. Et pour moi, en tant que noir, ma couleur de peau, c'est un passeport.
Jusqu'à ma mort, j'aurai la couleur noire. Donc, il va sans dire que si moi, en tant que jeune, je me bats pas justement pour préserver mon identité, pour affirmer aux yeux de tous que j'existe, eh bien, en fait, au final, pourquoi je me serais battue? Pourquoi mes ancêtres se seraient battus? Et pourquoi, personnellement, je le prends vraiment à cœur, ce projet? Pour la simple et bonne raison que je m'affirme en tant que Prométhée. Je m'affirme en tant que civilisatrice du monde. Parce que moi, je ne m'arrête pas à la traite négrière. Ils, les colonisateurs, sont venus chercher mes ancêtres. Mais avant la traite, Mamaï, il y avait une vie. Nous étions des civilisateurs du monde. Moi, j'ai envie que les Noirs arrêtent de penser que nous étions des esclaves. Avant l'esclavage, nous avions nos territoires. Ils sont venus nous chercher parce qu'ils savaient, ils étaient conscients de notre savoir. Ils étaient conscients de notre pouvoir. Donc, sincèrement, personnellement, ça m'a énormément rapporté, humainement, culturellement. Mais vraiment, c'est très enrichissant. Et j'incite toutes les personnes, si vous ne savez pas, chercher dans les livres, eh bien, allez carrément sur les territoires. Rendez-vous sur votre terre d'origine pour connaître ce qui se fait, parce que sachez très bien que ce sont les Européens qui ont écrit les livres, hein, et qui est plus à même de connaître notre histoire que nous-mêmes. Donc, allez vous renseigner, ne vous renseignez pas par les livres. Merci Aurélie. Nous avons un appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux baisser sur le volume de ta télé, s'il te plaît? D'accord. Merci. Oui, bonjour plutôt, puisque j'appelle de Guadeloupe. Hein. D'accord, bonsoir la Guadeloupe. J'appelle de Guadeloupe, donc je dis encore bonjour, bonsoir, comme tu veux. Mais c'est pour dire que en 2017, à quelques années du bicentenaire de l'abolition, il y a encore des discriminations en Guadeloupe, parce que je suis médecin retraité. Et je n'ai jamais pu encore toucher mes allocations supplémentaires de vieillesse qui sont valables pour tous les médecins de France. Alors je voudrais donc signaler ça, que la discrimination persiste en Guadeloupe et que peut-être je suis le seul à dire qu'on n'est pas du tout sur le plan de l'égalité, à plus forte raison sur le plan de la fraternité. Donc, l'esclavage, les séquelles de l'esclavage persistent en Guadeloupe, parce que étant médecin, on ne va jamais donner des allocations supplémentaires de vieillesse comme j'y ai droit. Donc je tenais à témoigner et dire rouleau bravo à tous ceux qui demandent réparation, parce que même actuellement, même sur les simples droits, nous ne sommes pas considérés comme des diplômés de France. Merci. De rien, merci à vous de nous appeler. Oui, bonsoir, nous avons un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, en fait, j'aimerais intervenir sur le sujet. Oui, allez-y. Il y a une petite question qui me trotte à la tête, c'est-à-dire que je me demande souvent pendant ces 400 ans de traite négrière, pourquoi il n'y aurait pas eu un petit comité ou alors même quelques nègres, quelques Africains pour dire stop à tout ce convoi de personnes qu'ils auraient pu exporter dans le monde entier. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, nous allons tenter d'y répondre. Hein. On verra bien si on peut, oui. Si je puis me permettre de répondre un petit peu à cette question. Tout près de chez nous, à la Dominique, il y a des personnes noires qui se sont battues justement pour mettre fin à ça, puisque si jamais ces téléspectateurs ne le savaient pas, dans l'histoire de la Dominique, il y a 3 noirs qui ont fait partie, comme on dit avant, du tribunal en fait, et qui ont pris partie prenante pour qu'il y ait une fin d'esclavage à la Dominique. Donc il y a des Noirs en fait qui se sont battus, luttés pour mettre fin à tout ça. Et c'est vrai que c'était une minorité, parce que quand il y avait tout ce système de puissance coloniale entre les différents pays européens, comme Monsieur Manville le disait, pour qu'un Noir se mette en avant, c'était difficile, parce qu'ils avaient déjà cette emprise, cette mainmise justement sur ce commerce triangulaire. Mais en tout cas, sachez que même en Afrique, il y a eu des reines qui
qui se sont ligués et qui ont été contre cette possession française, anglaise. Il y a eu beaucoup de rois aussi qui se sont mis contre ces gens-là. Il ne faut pas les oublier. Donc sachez qu'il y a des personnes qui se sont battues, des Noirs qui se sont mis contre tout ça. Donc ils n'ont pas été là en disant j'accepte, on vient me coloniser, on met un miroir devant moi et en fait c'est ça qui a été fait. On met un miroir devant nous, on nous dit en fait vous savez pas qui vous êtes. Alors que finalement on sait qui nous sommes. C'est juste qu'il faut faire tout simplement la recherche. Monsieur Mercer, quand vous voyez une jeune martiniquaise qui est aussi investie, motivée dans les questions de commémoration, de recherche, enfin pas de recherche d'identité, de préservation de l'identité, qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai envie de lui demander comment elle s'y est impliquée et à quel moment. Parce que je suis tellement fier d'elle. Mais il a eu recrutement. Non, je plaisante. Elle sait bien que je ne vais pas la recruter. Je suis pas de ce... Non, je rigole. Je suis pas de cela. Mais elle me connaît suffisamment. Elle sait que je connais... Et Mel Macrel aussi. Et si je ne suis pas venu à la manifestation, c'est pour d'autres raisons. Elle doit savoir, c'est pour d'autres raisons. Elle a dû rentrer en contact avec ma fille qui lui a expliqué. Et c'est parce qu'il y avait un melting pot. Mais je la connais, je sais le travail qu'elle mène. Et je le dis sur ce plateau, je suis très fier d'elle. Mais je ne vais même pas répondre puisqu'elle a déjà répondu. À celui qui a demandé. Est-ce que quelque part tu te dis qu'il y a encore de l'espoir pour la génération future? Non, j'ai toujours beaucoup d'espoir. Énormément d'espoir. Écoutez, si je n'avais pas d'espoir dans la jeunesse martiniquaise, dans ces jeunes, dans mes enfants, etc., je ne serais pas là. Alain ne serait pas là non plus. Nous ne serions pas là à nous battre contre ces juges racistes, contre... Ça fait combien d'années que tu te bats? Je ne sais pas. Tu sais pas. Tu oublies. Qu'importe. Ça, c'est effectivement... Alors, on me le dit tout le temps. Mes enfants me disent de me reposer, etc. Même Alain qui me dit, effectivement, je me sens tellement fort, surtout lorsqu'arrive le convoi. J'ai beau être malade la veille du convoi, le jour du convoi, effectivement, je me sens enveloppé de tout On rappelle que ça fait 17 ans quand même que tu fais le convoi. 17 ans. 17 ans de marche. J'ai 1700 km dans mes jambes. Combien? 1700 km. Donc 1700, on rappelle le convoi pour la réparation. Ça fait 17 ans, 1700 km. Dans mes jambes. Je ne D'accord. compte pas les kilomètres qui consistent à passer de voiture en voiture, sortir de Sainte-Anne en voiture. C'est ça. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est à la fois spirituel. Celui qui ne fait pas le convoi ne peut pas savoir ce qu'il perd en spiritualité. C'est une thérapie pour moi, d'une part. Et puis, ça me donne encore plus d'énergie pour mener les autres combats, et notamment ces différentes formes de réparation. Pourquoi tu as choisi de marcher? J'ai choisi de marcher parce que j'avais lu... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. J'avais lu dans un livre qui était fait par un chercheur du CNRS, oui, et le Centre national de recherche scientifique, que lorsque les Africains déportés, esclaves ici, avaient envie de se parler et envie de se mettre en ordre de déranger le système, mais ils faisaient des convois. Il y avait des convois. Ils appelaient ça des convois de nations. Des convois de nations parce qu'il y avait des nations d'esclaves. Il y avait des esclaves qui sortaient par exemple du Congo, il y avait des esclaves du Bénin, des nations, etc. Mais ils se réunissaient par convois. Ils appelaient des convois. Et lorsqu'en 1837, justement, le gouverneur de l'époque à Saint-Pierre a su que ces convois de nations étaient dangereux, il a commencé à avoir peur et il avait pris un arrêté pour interdire les convois de nations. Et donc, en 2000, plus particulièrement, nous nous sommes dit, nous étions un groupe d'à peine 10, nous avions réfléchi, nous nous sommes dit, bon, c'est vrai que nous nous sommes battus pour que 1848 soit respecté, commémoré, qu'il y ait 22 mai 1848 chômé férié, mais ce n'est pas suffisant pour ce que les ancêtres ont fait pour nous.
c'est largement insuffisant. Donc il nous fallait choisir une autre méthode. À part jouer au tambour, faire des spectacles, etc., il y a autre chose à faire. Il fallait nous déplacer dans toute la Martinique, partir de Sainte-Anne jusqu'au Prêcheur. Sainte-Anne, c'était le pôle de résistance en 2000, le plus important, puisqu'il y avait cette histoire de drapeau, il y avait les combats menés sur l'écologie, etc. Et nous nous sommes dit, bon, nous allons traverser toute la Martinique, de Sainte-Anne jusqu'au Prêcheur. Prêcheur, parce que c'est de Prêcheur qui est parti effectivement le dernier son. Le dernier son qui a libéré. Et 17 ans après, aujourd'hui, 17 ans après, les retombées. Eh bien, je crois qu'effectivement, les Martiniquais sont fiers. Je sors de restaurant avec Alain et j'avais oublié mon cartable qui est là. Ben, il y a 4 jeunes femmes qui étaient à côté qui m'ont dit « Ah, et la réparation alors ?» Et en même temps, j'avais mon lacet qui n'était pas bien attaché. Si tu tombes, qui c'est qui va réparer? J'ai eu l'honneur de constater qu'il y avait parmi ces 4, 2 qui avaient fait le convoi. Et puis les 2 autres disaient qu'elles regrettaient de ne pas avoir fait le convoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais d'un autre point, du point de vue du droit, du point de vue du point de vue juridique, Alain va en parler. Oui. Je crois qu'effectivement, il faut que nous arrivions à enrichir effectivement le combat que nous menons, parce que la réparation, elle doit être intégrale. Et nous devons l'exiger. Nous devons presque l'imposer à ceux qui ont fait de nos ancêtres qui soient déshumanisés, parce que la déshumanisation a été totale et intégrale, elle a été imposée. Donc nous devons comprendre que la réparation elle doit être totale, intégrale. Elle doit être effectivement exigée. Oui. Ensuite, je passe à Alain. Oui. Je voulais poser une question à M. Malsa. Oui. Comment aujourd'hui peut-on entamer la réparation dans ce caractère de désunion qui existe? Alors, c'est un problème majeur. Je sors d'ailleurs d'une discussion avec des amis. Il faut ce qui a marqué, parce que la réparation a toujours été demandée depuis très longtemps. Et elle a répondu. Dès le départ, eh bien, la question de la réparation a été posée. Et en 1848, elle a été posée. Bon, mais on sait qu'effectivement, ce sont les descendants d'esclavagistes qui ont été indemnisés et qui en profitent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas effectivement supporter ça. Et donc, ils ont été très bien indemnisés. Très bien indemnisés. On va en parler. Je vais laisser le soin à Aurélie d'en parler, parce qu'elle connaît autant que moi si elle me pose la question. Pour qu'il y ait une réparation intégrale, et pour que nous arrivions justement à réinvestir l'humanité au niveau de toute l'humanité, au niveau de toute la planète, parce qu'elle a répondu, nous avons cette humanité entre nous. Ceux qui ont déshumanisé nos ancêtres, cru y avoir déshumanisé nos ancêtres, eh ce sont ceux-là qui sont déshumanisés. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont déshumanisés. Mais on est dans une société où on parle de plus en plus, on a un terme récurrent qui revient, qui est le nègre contre nègre. Quand on a ça qui revient, qui est martelé, etc. Le nègre contre nègre, c'est une invention créole des esclavagistes. C'est eux qui ont fait ça. Pour qu'effectivement, qu'ils créent la division entre nous. Et justement, nous devons surmonter tout ça. Et la question du convoi est là, puisque nous allons très prochainement, je vais vous annoncer ça tout à l'heure, faire un convoi. Le premier convoi sera fait en Afrique à partir de l'année prochaine. Le 18 avril le 27 avril, on va discuter. C'est tout simplement pour dire, puisque vous nous avez dispersés à partir de Gorée, on a pu prendre Blida aussi. Nous avons choisi Gorée parce que nous sommes implantés à Gorée, puis il y a des référents à Gorée, des référents au Sénégal, de réparation. Puisque vous nous avez dispersés à partir de Gorée, à partir de l'île de Gorée, eh bien nous allons revenir à Gorée pour marquer notre union, pour nous rassembler. Ce sera effectivement un symbole très fort. Donc, elle a raison. Et cette question de
de rassemblement, d'unification, elle est fondamentale. Des fois, nous discutons pour des pécadilles, parce que Aurélie est plus communicative que moi sur cette question-là. Eh bien, je vais être mal à l'aise, alors que je devais être content. Parce que Aurélie, c'est une jeune, elle percute mieux que moi, eh bien, c'est mieux. Tant mieux. Ça va, au contraire, je dois lui permettre, je dois la féliciter. Et si je sens qu'il y a une faille, lui dire, il faut qu'on en discute. Et cette discussion ne doit pas être faite devant tout le monde, comme ça. Entre nous, nous devons effectivement. Et c'est pendant le convoi, on sent ça. Pendant le convoi, nous discutons, nous échangeons, nous ne chamaillons pas, nous ne parlons que de nous pendant le convoi, rien que de nous. Et ça, c'est ça qui fait la particularité du convoi. Pendant 11 jours, on est ensemble. Toute la nuit, on marche, on retourne en car ensemble. Des fois, et c'est quelque chose. On partage des choses ensemble. On partage l'eau, on partage tout ce qui est sucré. On est au son du tambour. Les groupes de tambour, qui sont des groupes culturels en l'aria, comme ils se disent, effectivement, ne nous demandent absolument rien, quoi. Ils viennent gratuitement, ils sont là, et de plus en plus, ils font des chansons engagées. Au départ, quand ils venaient, c'était un petit peu carnavalesque. Mais là, effectivement, on sent que c'est de plus en plus engagé. Donc, il y a une progression fondamentale. Et c'est ce dont ils ont peur. Ils ont peur de deux choses. Ils ont peur de cette action menée par le convoi. Ça dérange. Ça nous arrange maintenant. C'est une thérapie, c'est ce que j'appelle l'autoréparation. D'accord. Et ils ont peur des actions que nous menons sur le plan juridique. Okay. Sur le plan juridique, j'avais pas dit on les ridiculise. C'est nous qui faisons le droit. D'accord. Ce sont nos juristes, nos avocats, c'est eux qui font parler le droit. Et Alain pourra expliquer ça. Tu as une question avant de... Oui, non, en fait, juste avant de donner la parole à monsieur, c'est pour dire que la réparation a tout son sens. Parce qu'on dit que les anciens esclavagistes ont été indemnisés. Oui. Mais j'ai presque envie de dire que ils ont été indemnisés, oui, mais ils continuent à s'indemniser. Parce qu'ils exploitent et asphyxient les pays africains de toutes leurs richesses. Et ça continue jusqu'à maintenant. Les pays africains sont soi-disant indépendants, mais on a bien vu que dernièrement, il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire entre M. Ouattara et M. Gbagbo. C'était arbitré, peut-être même orchestré par la France, entre autres. Et il va sans dire qu'il faut le savoir, s'il y a des personnes qui ne le savent pas, il faut savoir que chaque année, il y a 1 milliard des pays africains qui est reversé en France. Et en plus, il parle que c'est une dette qui est reversée chaque année. La dette de quoi? C'est complètement absurde. La dette de quoi? Surtout qu'en Afrique, certains pays africains, le franc CFA. C'est absurde. Le franc CFA en Afrique. Donc, est-ce qu'on est quand même, on reste un peuple qui est quand même aveugle pour ne pas voir tout ça, en fait? On est tellement préoccupé par les problèmes de la société, ce qu'on veut bien nous mettre sous le nez, qu'on oublie de voir ou qu'on pense que l'Afrique est bien trop loin pour que ça puisse nous intéresser. Mais on va quand même laisser la parole à Alain, qui est avocat du MIR, qui a décidé en fait d'accompagner le MIR dans cette demande de réparation. Donc, qu'est-ce que vous entendez par réparation? Effectivement, dernièrement, lors des rendez-vous du jeudi à la mairie de Fort-de-France, il y a eu une conférence sur l'indemnisation des colons et des esclavagistes. Donc, on a pu constater effectivement comment ça a été orchestré pour qu'ils puissent être indemnisés et pourquoi, en fait, aujourd'hui, la question que j'ai envie de... Pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont souffert n'ont pas pu bénéficier d'une quelconque indemnisation ou quoi que ce soit? La question de la réparation, je crois que c'est une question globale qui ne concerne pas uniquement le peuple noir. L'Occident est né au XVe siècle, comme l'expliquait, je ne sais plus l'un de vous, en pillant l'autre monde, le monde des non-blancs. En gros, il faut schématiser, mais c'est un petit peu ça. L'Occident, c'est le monde des blancs. C'est pas une question de couleur, c'est une question de civilisation.
c'est une civilisation qui était une civilisation de domination et d'oppression. Donc à partir du 15e, 16e siècle, effectivement, l'Europe, qui était le noyau du monde blanc, s'est répandue dans le monde et a imposé sa loi. Et sa loi, c'était quoi? C'était la loi du profit, la loi du pillage, la loi de la négation de l'autre pour pouvoir piller. On est toujours dans cette période, très justement. Si on prend l'exemple de l'Afrique, l'Afrique est un véritable scandale. Le continent le plus riche du monde et le continent le plus pauvre du monde. Et le CFA, c'est une forme, c'est la mise en place d'un mécanisme d'exploitation honteux, mais qui n'est qu'une partie du mécanisme mondial d'exploitation du monde des dominés, des damnés de la Terre, ce qu'appelle Fanon appelait les damnés de la Terre, et qu'on n'est pas sorti de cette logique. Effectivement, on a affranchi les esclaves, mais le colonialisme, c'est pas moi qui l'ai dit, je renvoie à notre président, c'est un crime contre l'humanité. Donc on est dans la même histoire, c'est la même histoire de domination, d'oppression, d'humiliation, de négation. Donc la question de la réparation, ce sera la question du XXIe siècle. Oui. Donc nous, lorsqu'on commence ce combat, et il remonte avant 2001, parce que depuis, même ça remonte dans les années... c'est une histoire, je dirais, qui commence avec l'esclavage. La réparation, la question de la réparation se pose avec le premier esclave, le premier nègre qu'on prend dans un filet et qu'on va déporter en Amérique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les choses ont changé. Il y a une mondialisation. Et l'esclavage fait partie de ce processus de mondialisation. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'avant, le monde était divisé en sociétés qui s'effleuraient. L'esclavage a permis cette mondialisation qui est la nôtre aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que la civilisation occidentale, c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, c'est les philosophes, est une civilisation qui est en déclin. Il y a des cycles de civilisation. Et on va passer à un autre cycle. Les puissances qui ont été dominées pendant 4 siècles, aujourd'hui revendiquent leur droit. Donc nous sommes à l'avant-garde d'un mouvement qui est un mouvement international, où les organisations internationales vont changer, où les rapports de force vont changer, et où la question de la réparation va être posée. Tout à l'heure, on parlait des États de la Caraïbe. Oui. C'est pas par hasard que les États de la Caraïbe, au début de ce XXIe siècle, posent la question. Mais... nous sommes les premiers concernés par le problème de l'esclavage. Nous sommes un peuple issu de l'esclavage. Nous sommes les déportés de l'Afrique. Et nous voulons réparation. À l'encontre de la France, à l'encontre de l'Angleterre, à l'encontre de la Hollande, qui étaient les 3 grandes puissances européennes qui ont donc... Ils ont établi effectivement une liste en fait une liste en fait d'actions pour réclamer effectivement cette indemnisation, notamment par la construction d'hôpitaux, par des moyens pour lutter contre l'obésité, parce que c'est quand même les îles de la Caraïbe qui sont le plus touchées au monde par les problèmes d'obésité, d'AVC, d'hypertension, etc. La modernisation des écoles, ils ont beaucoup accentué sur effectivement l'éducation, la création de musées, l'intégration de cette histoire dans les programmes scolaires. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment établi, et ils ont effectivement pu déterminer sous quelle forme effectivement qu'ils souhaitaient avoir cette réparation. Est-ce que la même chose est faite à votre niveau? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, juste pour terminer, qu'on voit beaucoup de critiques et les gens se posent des questions à savoir, oui, mais vous demandez réparation. On a l'impression que la population effectivement s'arrête sur le côté financier, mais c'est un aspect. Est-ce que vous pouvez expliquer sous quelle forme aujourd'hui vous demandez cette réparation? Alors, la première forme, c'est que nous, on ne demande pas la réparation comme le font les États de la Caraïbe, qui sont dans une démarche, je dirais, de négociation. Parce que pour pouvoir demander, il faut avoir des moyens de demander. Nous exigeons en fonction des règles de droit. Il faut savoir que Madame Taubira, lorsqu'elle a réussi à faire voter cette loi, elle l'a fait voter, et la loi a été modifiée. Quand on prend le projet de loi et la loi qui a été votée, il y a des différences, et elles sont significatives de l'état d'esprit des députés français lorsqu'ils ont voté cette loi. Ce sont les seuls députés au monde qui ont eu la déraison. Et quand je dis la déraison, je le dis en sachant vraiment pourquoi je le dis, parce que s'ils avaient su que dans un petit coin de la Martinique, un monsieur Malsa et quelques juristes exotiques de la Caraïbe se diraient « Attendez, mais la loi Taubira dit
l'esclavage et la traite sont des crimes contre l'humanité. Et c'est une loi qui le dit. Et bien, en bon juriste et en homme intelligent qu'est M. Malsa, qui lutte depuis son plus bas âge pour que, effectivement, la dignité du noir soit reconnue, se dit, bah oui, bah voilà, on a le levier de ce combat. Mais on n'est plus dans la revendication, on est dans la demande juridique. Et c'est tout le problème, la différence avec les États de la Caraïbe, qui, eux, ont une démarche, je dirais, globale. Nous voulons négocier la réparation. Nous voulons la condamnation de l'État français pour les crimes qu'il a commis. On est dans une toute autre problématique. Et ce qu'on nous répond... Et c'est faisable que l'État français soit condamné. Ah, en droit, on est béton. Hein. D'accord. Béton. On est tellement béton que la procédure, elle a commencé en 2005. Lorsque Garcin et moi-même, on avait lancé cette procédure, parce qu'il n'y avait pas l'unanimité parmi l'ensemble des juristes. Hein. La réaction de la presse, ça a été un grand éclat de rire. Des fous, des originaux. Mais il faut faire durer une procédure pendant de 2005 à 2014, 9 ans. Il faut que vous ayez des moyens juridiques solides. Donc le combat juridique a été très, très lent, très long. On a perdu, mais on a gagné. Parce que par rapport à ce qu'on nous disait en nous disant « mais en droit, ça ne tient pas la route », plus on avançait dans le débat juridique entre les avocats de l'État et nous-mêmes, plus l'État découvrait qu'effectivement, l'argumentaire juridique que nous avancions, il est imparable. Alors, évidemment, les juges ont toujours la possibilité de jouer avec les règles de droit. Oui. Mais ils savent très bien qu'au plan juridique, ils vont perdre. Peut-être que ce ne sera pas de notre vivant à moi, parce que ce procès, une fois qu'il est engagé, il peut se répéter. Ils vont jouer la montre. Hein. Oui, mais la montre va contre eux, justement. Parce que nous sommes au XXIe siècle où les rapports de force ont changé. Et les fondements de votre demande, donc le fondement de notre demande, elle est simple. C'est tu as commis un crime, tu as commis un crime, il y a un dommage, il y a les victimes, tu répares. C'est un principe de droit de base. Article 1382, c'est le pilier du Code réparer civil. comment? Alors, Voilà. réparer comment? Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je ne suis pas un devin. Donc, ce que nous demandons, parce que nous ne demandons pas uniquement la réparation pécuniaire, nous demandons aussi la réparation morale, le devoir de mémoire. Un téléspectateur, appelait en disant « mais je ne comprends pas pourquoi, pendant 4 siècles, les Noirs ne se sont pas levés pour dire « ça suffit, nous ne voulons plus de cet état de fait ». Mais ça existait, les révoltes des Noirs. Les Noirs ont été assassinés. Il y a des charniers partout dans le monde où, effectivement, l'esclavage a été mis en place, dont on ne parle pas. Nous ignorons cette histoire. Cette histoire est un continent noir. Ce n'est pas simplement l'Afrique, c'est partout dans le monde. C'est cette histoire-là que nous voulons faire réémerger. Ce que fait la loi Taubira, c'est qu'elle dit on va créer un comité de scientifiques qui ont pour tâche de fixer des dates de commémoration, de faire que dans les livres d'histoire, on va parler un petit peu de l'esclavage, mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que cette histoire qui a été occultée, qui a été oubliée, qui a été refoulée, soit étudiée. Si vous êtes un étudiant en université, que vous venez avec un projet de thèse sur les charniers, par exemple, de la Martinique, où sont-ils, les esclaves qu'on a assassinés parce qu'ils avaient fomenté une révolte, etc. Personne ne va vous financer. Votre directeur de thèse va vous dire c'est un sujet très intéressant, mais vous savez, dans le monde scientifique. Donc il y a un certain non-dit qui traverse notre société sur cette histoire, qui est une histoire honteuse de la France, qu'il faut faire remonter. Donc nous avons demandé en premier chef une expertise. Parce que, effectivement, la question est pertinente. Qui va réparer? Comment réparer? Qui va réparer? Comment? Nous disons... Il est question de la restitution des terres. En bon aussi. juriste et bête juriste que nous sommes, nous disons, lorsqu'il y a quelqu'un qui est accidenté, on désigne un expert. Lorsqu'il y a un accident dans l'hôpital, on désigne un expert. Nous voulons constituer un collège d'experts pour faire d'abord l'expertise du crime. Une instruction du crime. Qui a fait dans l'histoire une instruction de ces 2 crimes de la traite? Aucun. Il y a des historiens qui étudient, disent boum, mais la globalité de cette histoire de 4 siècles n'a jamais été faite. Parce que ça coûte des millions. Donc nous avons demandé en premier chef que l'on désigne, donc, au titre du devoir de mémoire, et ça c'est des arguments juridiques, un collège d'experts, donc des gens qui depuis des années travaillent sur la question de l'esclavage, sur la question de la traite, sur la question de l'Afrique, sur la géopolitique de ces 4 siècles,
afin qu'ils nous disent quels sont les meilleurs experts pour expertiser le dommage. Et donc la première phase de notre demande est une demande de création d'un premier collège d'experts pour définir le collège d'experts qui aura à, précisément, expertiser la réparation. Et dans ce collège d'experts, comment réparer? Toutes les formes de réparation. La marche, le convoi, la méditation, la réparation des corps. Parce que nous sommes là, nous sommes en bonne santé, mais combien de Noirs sont traumatisés et c'est le résultat d'un traumatisme transgénérationnel. Exact. Découverte, on l'a découvert récemment, que le traumatisme, il n'est pas simplement psychique, il est aussi génétique. Donc toutes ces questions-là qui sont fondamentales pour nous, peuple noir qui avons subi 4 siècles, c'est pas 7 ans d'Holocauste ou 7 ans de Shoah, c'est 4 siècles d'oppression, de négation. Voilà, donc la première démarche, c'est vous allez réparer en désignant ce premier collège d'experts qui va désigner un deuxième collège d'experts. Ça coûte très cher. L'État, il s'est dit, oula, ça coûte cher. Quand M. Malsa m'a dit le chiffre, je ne sais plus quel chiffre tu avais donné, à titre de provision, là sur la réparation matérielle. Combien? 240 milliards. Voilà. Bon, j'ai dit, dis donc, c'est un 240 petit peu milliards. fort. Quand j'ai réfléchi aujourd'hui, mais ça représente quoi? La fortune de quelques milliardaires du monde. Et là, c'est pas moi qui vais le dire, c'est le collège d'experts. C'est le collège d'experts. Et ça, c'est un travail de 20 ans, 30 ans. Et la réparation se fera sur plusieurs siècles. L'esclavage a duré 4 siècles. Et bien, s'il faut que les États... Et je ne parle pas des citoyens. Oui. Alors, évidemment, vous, moi, lui, on va payer. Mais on va se réparer en même temps. Et les gens ne se posent pas la question, mais quand on paye des impôts, pourquoi on paye des impôts? Quel citoyen aujourd'hui va avoir le budget de l'État pour dire qu'est-ce qu'il fait de son argent? Là, au moins, il saura de ce qu'on fait de son argent. On va le réparer financièrement. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner un petit 100 € tous les mois. Oui, mais effectivement. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les hôpitaux, il y a les routes, il y a l'éducation, permettre aux jeunes d'aller de se former. À peu près comme le CARICOM, mais en plus... mais à une échelle étatique. Et ce n'est pas quelque chose qu'on nous offre, c'est quelque chose qu'on demande et qu'ils doivent nous donner. Parce que c'est un dû, c'est une dette, au sens juridique du terme. Voilà la différence avec l'État de la Caraïbe, parce qu'eux n'ont pas de loi. Nous sommes le seul pays au monde qui ait cette loi. Et cette loi, elle ne concerne pas seulement nous, les Antillais français, mais l'ensemble des esclaves. Parce que les bateaux... Une question. J'ai un appel. D'accord. On prend l'appel rapidement, ça sera le dernier, malheureusement. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y rapidement. Oui, ok. Donc, je voulais dire, on entend souvent, tout le monde parle de réparation. Et comment réparer? Moi, je dirais que si réparation il doit en avoir, ça devait être réparation à l'Afrique. Parce qu'il y a des endroits en Afrique qui sont extrêmement pauvres. Ces gens-là arrivent à peine à bout de développement. Et nous, aux Antilles, nous parlons de réparation. Mais les esclaves sont déjà morts. Les gens qui ont pris des gens en esclavage sont déjà morts eux aussi. Mais l'Afrique reste dans cet état de pauvreté, de misère. Donc, s'ils doivent avoir réparation, pourquoi que ces grands pays, la France, l'Angleterre, etc., pourquoi ils ne se mettent pas à développer certains endroits en Afrique, donner aux Africains le moyen de manger, d'être décents, d'avoir de l'eau, l'électricité? Comme Jean-Louis Borloo avait parlé de la... Pourquoi nous parlons tout le temps de la Caraïbe? Esclavage, réparation. Qu'est-ce qu'on doit... Nous étions vraiment dans cette épisode-là et emmenés au Caraïbe pour travailler. Mais ce sont des Africains qui ont souffert. Ce sont des Africains qui ont été arrachés. Ce sont des Africains qui sont pauvres, qui se noient tous les jours pour avoir le meilleur prix. Pourquoi les gens qui défendent cette histoire d'esclavage, pourquoi ils ne font pas monter et envoyer aux commissions européennes et demander que cette réparation soit faite à l'Afrique et pas de la Caraïbe? Nous mangeons tous les jours. C'est bon. Ce que nous avons besoin de ces gens-là, c'est l'excuse. Tu vois? Ils demandent, un pardon, parce que, mais nous sommes bien aux Antilles. Mais les Africains, mon Dieu, c'est tous les jours. Donc, ces gens-là, s'il vous plaît, vous parlez de réparation et comment réparer? Comment ces
commencer à penser de réparer en Afrique, commencer à parler de ces pays européens, ces grandes puissances, de réparer en Afrique, de donner aux Africains le moyen de vivre décemment. Il y a des choses à faire là-bas. Pourquoi nous parlons de réparation? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste à même pas 5 minutes d'émission. Tu souhaites réagir? Alors, juste pour dire, est-ce que Madame Duflot et Cécile Duflot et le président du CRAN vous ont consulté? Parce que j'ai vu dernièrement aux nouvelles qu'elle portait le projet auprès de l'Assemblée nationale de réparation. Y a-t-il eu consultation ou non, pas du tout? Non, il n'y a pas eu de consultation. Bon, je connais le président du CRAN très très bien, puisque nous travaillons avec le président du CRAN, et nous sommes d'accord sur certains points, sur beaucoup de points même. Mais est-ce qu'il faut plus violent du monde qui va parler de réparation et qui va développer des outils pour permettre qu'il y ait réparation? Mieux ça vaudra. D'accord. Et je voudrais répondre à madame qui vient de s'exprimer. C'est vrai, nous sommes totalement d'accord pour qu'effectivement qu'il y ait réparation pour l'Afrique. Dans notre demande, il ne s'agit pas de demande de réparation, et Alain Manville l'a bien dit, pour la Martinique, pour la Caraïbe, c'est une demande globale. L'Afrique a été piétinée, prédatée, dépecelée, et ça, effectivement, nous le reconnaissons. Et jusqu'à maintenant. Donc, il faut absolument qu'il y ait réparation pour l'Afrique. Mais il faut qu'il y ait réparation pour tous ceux qui ont été malmenés, qui ont été mis en esclavage aussi. Et ça, c'est très important. Donc, d'ailleurs, les Africains comprennent très très bien. Ils disent aujourd'hui, notre demande de réparation est si forte qu'il faut qu'effectivement qu'elles arrivent jusqu'en Afrique. Et quand effectivement il disait tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi les Juifs américains ont demandé à la SNCF de réparer, l'État français a réparé tout de suite. Alors que pour nous, nous demandons réparation. Pour nous et pour l'Afrique, l'État français n'entend absolument rien. Bien au contraire, l'État français continue d'agir en colon, en colonisateur sur toute l'Afrique, sur toute la Martinique, sur la Guadeloupe et sur la Guyane. Et c'est ça. Donc, il y a un comportement global de l'État français. Ce comportement global de l'État français, c'est un comportement de prédation. Ce comportement doit être arrêté. Et nous ne devons pas le saucissonner pour l'Afrique, pour la Martinique, etc. Nous l'avions dit. Cette demande de réparation, elle est globale. Et il ne faut pas qu'on nous dise qu'on n'a pas les outils pour savoir comment réparer, qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer. On a des outils pour trouver effectivement l'âge des gens qui sont morts il y a 4000 ans, 5000 ans. Les archéologues le font très bien. On a des outils pour ça. Donc on a des outils pour pouvoir effectivement mettre en place ce collège d'experts pour réparer. Et puis, en fait, si l'État français ne veut pas, et si les autres États occidentaux ne veulent pas, c'est parce qu'ils continuent de nous considérer hors humanité. Et c'est là le fondement essentiel. C'est parce qu'ils nous considèrent hors humanité, ils ne considèrent pas nous comme des êtres humains comme eux. Et Alain l'a dit dès le départ, il y a d'un côté les blancs et de l'autre côté les non-blancs. Les non-blancs ne sont pas comme eux, les non-blancs sont considérés hors humanité. Et comme nous faisons partie des non-blancs, nous sommes considérés hors humanité. Tout le problème de départ est là. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller jusqu'à cette question de réparation. Ils disent d'accord, et la loi c'est une loi mémorielle, on va vous mettre des musées, on va vous mettre un petit jouet par ici, un petit jouet par là. Mais dès lors qu'il s'agit de répartition des terres, dès lors qu'il s'agit effectivement de la restitution des biens volés, dès lors qu'il s'agit des problèmes de santé publique, dès lors qu'il s'agit des problèmes d'éducation, ils ne veulent pas en parler, ils veulent faire pour nous. Il faut que ça s'arrête. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, il faut que nous prenions en main nos responsabilités. La meilleure façon de prendre nos responsabilités, c'est de continuer à résister, faire en sorte qu'effectivement nous œuvrions pour nous, au niveau de la Caraïbe, au niveau des États américains, mais pour la renaissance africaine. La renaissance africaine, c'est un fondement essentiel pour nous et pour l'humanité.
Aurélie, tu souhaites intervenir? Oui, je souhaitais juste rapidement, avant la fin de l'émission, intervenir pour continuer un peu ce que M. Malsa disait et aussi répondre également à la dernière téléspectatrice. Il y a réparation et réparation. Je m'explique dans le sens où il y a beaucoup de réparations qui ont été, je prends l'exemple, je ne vais pas nommer, mais il y a des ONG justement qui font ce combat médiatique, et je dirais pour soi-disant aider l'Afrique, mais il y a beaucoup qui s'enrichissent de ces ONG et mettre en avant la pauvreté de l'Afrique, mais ils mettent pas en avant les richesses de l'Afrique. Donc il y a, comme je dis à la dame, il y a aussi ces ONG qui s'enrichissent sur le dos de l'Afrique, et malheureusement, à contrario, l'Afrique se met justement à donner cette dette perpétuelle à la France. Donc ça prend une partie aussi de son PIB, il faut le dire, qui fait que l'Afrique, du fait de donner une partie de son PIB à la France, ne peut pas permettre son développement. Donc il y a beaucoup de vérités à rétablir et à mettre au goût du jour. Et effectivement, le seul regret que je pourrais avoir, c'est que Sa Majesté n'ait pas pu rencontrer Monsieur Malsa, justement, qui se bat pour cette réparation. Mais en tout cas, pour terminer, je tiens vraiment à remercier en tout cas toutes les communautés qui ont été présentes, que ce soit juives, africaines, musulmanes, africaines, brésiliennes et également éthiopiennes, qui se sont rencontrées et se sont créés dans l'union, parce qu'effectivement, il est très important pour nous de créer cette réconciliation entre nous-mêmes déjà et avec notre passé culturel pour pouvoir entamer cette réparation. D'accord. Un mot de la fin, un appel à la population de rejoindre le combat et de s'intéresser au combat, en fait, pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que vous entendez par réparation. Oui, je pense que c'est une première nécessité que les gens comprennent pourquoi la réparation et que ça les concerne directement. Il y a des formes de réparation. Pourquoi on doit payer des impôts? Nos ancêtres ont été exploités pendant 4 siècles. On pourrait penser qu'on serait, pendant 4 siècles, tous les descendants de ces gens qu'on a exploités, exemptés d'impôts. C'est une forme de réparation aussi, financière. Je donne ça comme ça, mais je veux dire, la question de la réparation, c'est la question de qui nous sommes aujourd'hui et comment on nous traite. Voilà, pour moi, ça se résume à ça. Vous pensez rapidement, en fait, vous pensez aussi à la restitution des terres aussi de... Bien sûr, d'accord. Énormément de choses. Ça touche tout notre être, notre généalogie. Enfin, je veux dire, c'est un domaine immense. Et puis en tout cas, je voulais juste dire rapidement que toutes les personnes justement qui disent que nous sommes dans la désunion, lorsqu'il y a des manifestations pour créer l'union, il est important de se mobiliser. Le mot de la fin, M. Malsa, rapidement. Oui, alors le mot de la fin, effectivement, rapidement. Je pense que pour aller dans le sens de l'union, nous allons inviter tout le monde, tous les Martiniquais, tous ceux qui sont Martiniquais, Guadeloupéens, qui vivent en Afrique, à nous rencontrer très prochainement, l'année prochaine en Afrique. Et cette dame qui s'est exprimée, eh bien, elle viendra, j'espère, en Afrique avec nous, à Gorée plus particulièrement, pour faire renaître. Un numéro de téléphone pour vous joindre? 91 91 92 ou bien 76 75 15, c'est sur l'annuaire. C'est sur l'annuaire, Garcés Malsa. Garcés Malsa. Un numéro de téléphone, Mel Macrel? Oui, donc le 19 40 75. D'accord. Olivier, ou bien sinon notre site web, tout simplement, melmacrel.com. Super. Olivier, ton mot de la fin? Écoute, moi je dirais aux personnes de ne pas hésiter à se documenter, à s'informer, parce que pendant 400 ans, l'Afrique a été pillée de toutes ses forces vives. On s'insurgeait contre le Bumidum qui a pompé la Martinique et les dômes de leurs forces vives, de leur jeunesse. Imaginez-vous un pays pillé de toutes ses forces vives. La richesse que l'Afrique aurait eue en termes de présence, de jeunesse, etc., n'est pas celle qu'elle a aujourd'hui. Donc il y a vraiment lieu d'une réparation. D'accord. Merci. Nous espérons que l'émission vous aura apporté au moins, même si elle est courte, un maximum de réponses, notamment sur le convoi, la venue du roi du Bénin, la question sur la réparation. Nous vous remercions beaucoup d'avoir expliqué. Donc, nous espérons que cela vous aura apporté au moins un minimum d'informations. Si vous en voulez plus, on peut effectivement prévoir à faire une autre émission dessus pour continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer effectivement de refaire une émission dessus, que vous puissiez avoir l'occasion de poser un peu plus de questions, qu'on puisse vous apporter un peu plus de détails. Nous vous remercions de suivre l'émission. Nous remercions l'équipe technique qui permet à la bonne tenue aussi de cette émission. Nous remercions Zouk TV et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
revoir.